Je vous présente aujourd'hui une méthode fort intéressante qui m'a été administrée lorsque j'étais étudiant par le professeur Ramanovitch. Il s'agit d'une expression générale permettant de rendre compte de différents cas, tels que la diffusion d'une espèce active à travers un inerte, puis à travers un mélange d'inertes. Nous verrons qu'elle marchera également dans le cas de la diffusion équimoléculaire, mais également dans le cas des réactions chimiques hétérogènes. Et vous avez vu, j'ai mis ça en rouge parce que nous n'avons pas encore abordé cette partie-là, mais ça marchera également. En fait, cette méthode qui est mathématique se base sur la définition d'un certain coefficient alpha i pour l'espèce i active, et qui, vous allez le voir, par un développement mathématique, va nous rendre compte de plusieurs cas simultanément, connaissant juste la valeur de alpha. Bien, ce que je vais faire est valable strictement en coordonnées cartésiennes, donc sont exclues les coordonnées curviligne telles que les coordonnées cylindriques et les coordonnées sphériques. En revanche, dès qu'il s'agira d'une diffusion axiale dans le cas des coordonnées cylindriques, la méthode pourra également rendre compte de ce cas. Donc je présente dans ce qui vient la méthode. Je reprends donc l'écriture de la densité de flux molaire d'une espèce A. Na, c'est JA étoile plus TA étoile, le terme de diffusion plus la contribution du mouvement moyen, c'est-à-dire la convection massique, le terme de transport, d'un point de vue molaire, étoile. Donc remplaçons JA par le terme de diffusion et le terme de transport par la contribution moyenne du mouvement. YA par la somme des densités de flux de toutes les espèces présentes en présence. Je vais, pour me restreindre un peu le champ, prendre quelques espèces A, B, C, D, comme ceci. Et je vais adopter de prime abord dès le départ le cas d'un écoulement unidirectionnel, une seule direction, la direction Z, et une seule dimension, c'est-à-dire les concentrations ne dépendront que de Z. Puis, une fois que j'ai écrit ça, donc le gradient se réduit à la dérivée de la fraction molaire par rapport à Z, et le I, comme j'ai dit, désigne la direction Z. Je vais définir à présent le paramètre dont je suis en train de vous parler. Il s'agit de alpha A, donc de l'espèce diffusante A, qui sera défini comme ceci. Alpha A, c'est NAZ sur la somme des NJ Z, donc NA Z plus NBZ plus NCZ en fonction de votre mélange. Je vais donc adopter une simplification de l'écriture en posant que NAZ c'est NA, NBZ c'est NB, NCZ c'est NC. Et donc voici ce que devient mon équation de départ et alpha quand j'enlève le Z. Voilà. Et ici aussi pareillement, je vais ôter le Z de l'indice des densités de flux, ça deviendra comme ceci. Donc voici mon équation, celle du bas que vous connaissez, qu'on a déjà manipulée à l'occasion de plusieurs configurations, et le alpha A que je viens de poser comme suit. À présent, allons effectuer les calculs classiques, c'est-à-dire exprimer la densité de flux molaire de 1 an. Bien, comme vous le voyez, je vois apparaître dans le terme de transport la somme des NJ qui est présente dans le dénominateur de alpha A. Donc je vais remplacer, par conséquent, la somme des NJ sera égale à NA divisé par alpha A. NA divisé par alpha A, comme ceci. Bien, à présent, je vois NA qui est présent au premier membre et au second membre, je le mets en facteur, ça me donne ceci. Donc en mettant un facteur, ça me donnera ceci. Puis, je fais la séparation, pas encore, mais je vais donc d'abord réduire au même dénominateur. Je réduis au même dénominateur, comme ceci, et je fais balancer la quantité entre crochets au second membre dans le second membre. Au dénominateur du second membre, ça me donne ceci. Voilà. Alors, il y a d'autres qui définissent alpha A comme l'inverse de ce que je viens de définir, c'est-à-dire ils définissent alpha A est défini comme ceci, c'est la somme des densités de flux en présence
rapporté à la densité de flux de l'espèce diffusante. En fait, c'est juste pour ne pas avoir ici YA sur alpha, vous aurez juste alpha A, YA. Donc vous trouverez les deux versions. Moi, je préfère celle-ci parce qu'elle rend compte en fait la contribution du nombre de moles de A par rapport au mélange. Donc je garde celle-là. Bien, continuons, si vous voulez bien. On va aller faire la séparation des variables dans la prochaine diapositive. Donc voici le résultat auquel j'ai abouti. Et je vais écrire l'équation de bilan, c'est-à-dire l'équation de continuité de l'espèce A, comme ceci. Donc comme d'habitude, écrivons l'équation de conservation de la masse pour l'espèce A qui est exactement l'équation de continuité. Adoptons les hypothèses classiques qui sont un écoulement stationnaire unidirectionnel et pas de réaction chimique. Donc voilà, les simplifications apparaissent et je me rends compte comme d'habitude que NA est constant. NA est constant. Donc par conséquent, il faut bien retenir ça. Dès que l'écoulement est stationnaire unidirectionnel sans réaction chimique, alors que vous avez vu, je vous ai mis par ailleurs, je vous ai mis qu'elle était applicable pour les réactions hétérogènes, donc gardons ceci en tête, ça va marcher pour les réactions hétérogènes. Et bien maintenant, dès que vous avez ça, la densité de flux de l'espèce en question est constante. Je vais refaire le même topo pour les espèces B, C, D, etc. Je vais trouver par conséquent la même chose, mais je vous présente quand même cela. Donc on a démontré que NA était constant, donc j'enlève tout ceci, j'enlève le fait que NA dépend de Z. Maintenant je sais que NA ne dépend pas de Z, il est constant. Ben, je vais faire, comme je l'ai dit, cette même procédure, je vais l'appliquer pour les espèces, c'est-à-dire l'équation de bilan, pour les espèces B, C et D. De la même manière, voici ce que j'ai. Donc je vais démontrer, comme j'ai fait auparavant, que NB est constant, sous réserve que l'écoulement soit stationnaire, la diffusion bien sûr, soit stationnaire et unidirectionnelle, pas de réaction chimique. Et je refais la même chose pour les autres espèces, en l'occurrence pour mon cas, l'espèce C. Donc par conséquent, les NJ sont tous constants. Les NJ sont tous constants. Bien, si les NJ sont tous constants, ceci veut dire que le alpha qui est défini comme étant NA sur la somme des NJ est lui aussi constant. Très bien. Eh bien, ceci me conforte, quand je vais faire la séparation de variables, ça va me conforter pour l'intégration puisque je vais pouvoir faire ressortir toutes les constantes des intégrales. Alors je place les intégrales comme ceci. J'ai fait sortir la concentration molaire de mélange, petit c. Le alpha A, je viens de vous démontrer qu'il était égal à une constante. Rappelez-vous, je vous avais demandé de supposer cela quand j'ai démontré pour le cas de la diffusion de Knudsen. Je vous avais présenté cette méthode, je vous ai dit, pour l'instant, je ne vais pas vous démontrer que alpha A était constant, mais faites-moi confiance, aujourd'hui je le démontre. DA dans le mélange, j'ai pris le A dans le mélange est lui aussi constant par hypothèse, et NA, évidemment, on l'a démontré depuis tout à l'heure, il était également constant. Après intégration, nous voyons, vous pouvez poser ça, alpha A moins YA comme étant U, le moins DYA c'est DU, donc vous aurez log de 1 moins YA2 sur 1 moins YA1 comme ceci. Donc j'arrive à ce résultat qui nous rappelle la diffusion d'un actif à travers un linéaire que nous avons démontré. Après cela, je vais donc récapituler pour ce qui concerne les densités de flux molaires, les voici. Donc nous avons une première expression que voici. Je vais définir à présent la moyenne logarithmique dont nous avons expliqué l'origine. J'y reviendrai pas. Vous pouvez voir ça dans la diapo, la numéro 8, je crois. Pas la 9, la numéro 8. Et nous avons aussi redéfini à l'aide de la moyenne logarithmique une expression du flux qui se base sur la force motrice de l'écoulement, comme ceci, en fonction de Y, la force motrice YA1 moins YA2, c'est-à-dire delta YA. Delta YA, où le coefficient qui précède la force motrice, c'est le coefficient de transfert de l'espèce diffusante A dans la phase considérée, ou bien dans les phases, dans notre cas, dans le mélange. Bien, donc nous avons en fait ici une première expression et une seconde qu'il faudrait garder en tête, et je vais reporter, et je vais les utiliser pour démontrer, pour voir est-ce que ça va marcher
dans les cas que j'ai précités dans la première diapo de cette séance. Mais auparavant, allons maintenant déterminer les profils de concentration. Bien, voici à quoi je suis arrivé. Donc vous l'avez compris, il faudra intégrer, mais ne pas aller jusqu'à z égale à L, s'arrêter avant, un z quelconque qui lui correspond à y à z, comme ceci. Donc je vais jusqu'à un z quelconque qui lui correspond y à z. Je vais donc voir apparaître, comme d'habitude, une fonction logarithmique au second membre, et ici l'intégrale de dz, c'est z, comme ceci. Bien. Ensuite, je vais passer à l'exponentielle, comme cela. Puis, si vous suivez, je vais transposer, je vais tirer y à z et je vais transposer le tout, enfin je vais transposer y à z et mettre tout ça de l'autre côté pour pouvoir avoir y à z égale, comme ceci. Ensuite, si vous êtes observateur, vous voyez apparaître NA sur C DAB alpha, NA sur C DAB alpha, il est quelque part ici. Donc je vais pouvoir utiliser ce résultat puisque NA sur DAB sur C DAB alpha, c'est aussi égal, vous le voyez ici, à ça. L'animation n'est pas arrivée en même temps, il aurait fallu qu'elle arrive quand j'ai mis ça en évidence. Vous avez NA sur C DAB alpha, c'est 1 sur L, logarithme de alpha moins y à 2 sur alpha moins y à 1, je mets ça ici. Bien, alors je ne reviens pas sur comment ce qu'on fait. Ce résultat peut s'écrire comme étant log de ce qui est entre parenthèses à la puissance z sur L, puis l'exponentielle de log d'un argument, c'est l'argument lui-même. J'aboutis à cette expression. La voici. Donc voici l'expression du profil de concentration. Vous en avez également deux, soit celle-là, soit celle-là. Donc je vais les présenter toutes les deux dans la prochaine diapositive. Je vais récapituler pour vous montrer un peu ce que nous avons trouvé avec cette méthode générale de alpha. Donc voici un peu en résumé ce que l'on a trouvé d'un point de vue densité de flux molaire, les deux expressions, et également d'un point de vue concentration, c'est-à-dire les profils de la fraction molaire de l'espèce A. Voilà. Donc je garde ça en tête, ces quatre expressions, les deux pour les densités de flux et les deux pour les fractions molaires, et je vais aller voir ce que ça va donner dans les cas que j'ai déjà étudiés avec vous, en l'occurrence, lorsque nous aurons un actif A qui va diffuser à travers une phase inerte B, donc le cas d'un binaire, on va voir si on va retrouver les résultats. Donc appliquons cette méthode qui est résumée ici à droite, en haut, au cas de la diffusion unimoléculaire, c'est-à-dire la diffusion d'un actif A dans une phase stagnante. Calculons alpha. Alpha, c'est NA sur NA plus NB. Comme B est inerte, ceci veut dire que NB égale à 0, donc alpha égale à 1. Je mets le 1 partout où il y a alpha A, je mets 1 et je retrouve ceci. Voilà. Donc voici les résultats auxquels j'aboutis dans le cas de la diffusion d'un actif à travers un inerte, une diffusion unimoléculaire. Donc alpha A est égal à 1. Je l'ai remplacé dans les expressions qui sont en haut à droite. Je retrouve ces expressions. Maintenant, allons voir par rapport à ce que je vous ai démontré la séance numéro 8. On va comparer, je vous remets la diapositive pour que vous voyez. Voilà à quoi nous étions arrivés lorsque nous avons démontré nos résultats à nous et que les profils étaient exponentiels, décroissantes pour A, croissantes pour B. Eh bien, c'est exactement les résultats auxquels nous étions arrivés. Bien, allons à présent, une fois qu'on a mis en évidence l'applicabilité de cette méthode pour le cas de la diffusion d'un actif à travers une phase stagnante B inerte, allons voir maintenant le cas qu'on n'a pas encore vu, mais la diffusion d'un actif à travers un mélange d'inertes, comme ceci, et voyons ça va donner quoi. Donc je remets un peu, la méthode générale est toujours à droite en haut,
et je choisis par exemple un mélange constitué de A, B, C et D. A, B, C et D. Le alpha est toujours égal à 1, puisque 1B égale à 0, 1C égale à 0, 1D égale à 0, puisque ce sont tous des inertes, à l'exception de la molécule diffusante A. Et donc je retrouve les résultats en mettant alpha égale à 1 de ce que nous avons fait tout à l'heure, mais il y a juste une nuance, c'est que c'est le coefficient de diffusion de A dans le mélange. De A dans le mélange. Bien. Une fois qu'on a écrit ça, rappelez-vous, on va mettre voilà, ça aussi, les profils de concentration. Avec l'inerte, c'est un mélange de B, C et D. Nous avons obtenu ces résultats. Toute la question, en fait, ici, c'était juste pour parler du coefficient de diffusion de A dans le mélange, que je vais mettre comme ceci. Alors, voici le problème, DAM. Eh bien, il y a une équation qui est connue sous le nom de l'équation de Stefan Maxwell, ou bien plutôt Maxwell-Stefan, car c'est Maxwell le premier qui l'a suggéré, à partir d'un système binaire, en se basant sur la théorie cinétique des gaz. Et ceci s'est fait en 1868. Puis, après lui, Stefan l'a généralisé pour décrire la diffusion d'un mélange de gaz comprenant n composés. Donc le premier qui a émis cette équation était Maxwell, puis Stefan l'a décrite pour un mélange de gaz. Elle marche parfaitement pour les gaz denses, puisqu'elle rend compte du coefficient de diffusion de ces cas. Bien, une fois qu'on a fait ça, allons maintenant voir ce que ça va nous donner d'un point de vue dans la seconde configuration, c'est-à-dire la contre-diffusion équimoléculaire. Reprenons le cas de cette contre-diffusion équimoléculaire, évidemment après ouverture de la vanne, c'est-à-dire lorsqu'on a enlevé la vanne, après qu'une évolution stationnaire des concentrations se soit établie. C'est-à-dire on n'étudie pas avant. Avant, c'est l'écoulement instationnaire qu'on n'a pas encore entamé. Et donc nous attendons que l'établissement du régime stationnaire. Une fois que le régime stationnaire est établi, nous avons établi la séance précédente que NA était exactement égal à NB à un signe au moins près, comme ceci. Et maintenant le problème, et le grand problème, c'est que NA plus NB est égal à 0. Et si NA plus NB est égal à 0, alpha tend vers l'infini. Et donc je ne sais pas comment je vais faire pour pouvoir appliquer cette méthode pour le cas de la contre-diffusion équimoléculaire. Eh bien, regardez comment ce qu'on va faire. Il est vrai que alpha A tend vers l'infini, mais 1 sur alpha A ou bien YA sur alpha A tend vers 0. Donc je vais observer plutôt celle-là, pas celle-là parce que je ne peux rien faire, alpha est un numérateur, je ne peux rien faire. Mais regardez celle-là s'il vous plaît, la seconde. Il y a alpha A au numérateur, mais il est aussi présent au dénominateur. Je vais le faire sortir en facteur, et je vais ici avoir YA sur alpha A, comme ceci. Si YA sur alpha A tend vers 0, ben le tour est joué. On pourra trouver une expression, la voici. Je fais sortir alpha comme je vous l'ai dit, je le prends en facteur ici. Il me reste 1 moins YA sur alpha, la moyenne logarithmique. Et donc en simplifiant le alpha, je retrouve exactement les résultats. Je vous montrerai ça dans la dernière diapo, que nous avons établi la séance précédente. Bien, une fois qu'on a fait ça, donc on a démontré tout ceci, je vais donc confronter ça à ce qu'on a fait la séance précédente. Rappelez-vous juste que le C, c'est P sur RT quand j'adopte le modèle du gaz parfait. Voilà ce que j'avais trouvé avec vous. J'avais trouvé un A qui était égal à non pas C mais P dAB sur RTL delta YA. Sachez juste que C, c'est P sur RT. Donc en fait, la méthode marche très bien. Elle marche très bien. Maintenant, intéressons-nous un tout petit peu au profil de concentration, et c'est là que le problème réside. C'est le point faible de cette méthode.
si j'observe bien, dans la seconde expression, je ne peux rien faire. Même si je fais sortir le alpha en facteur, effectivement, on peut le simplifier, mais il me restera YA sur alpha, YA1 sur alpha qui tendent tous les deux vers 0, donc j'aurai 1 et 1. Idem pour ce qui est du second membre. Donc je le vois très bien, il n'est pas possible d'appliquer ça à la seconde expression du profil de concentration si je veux trouver une expression du profil de concentration. Donc je vais plutôt m'orienter vers la première expression, celle-là. Je vais me concentrer sur elle. Elle comporte une fonction exponentielle, l'exponentielle d'un argument. Et l'idée est, si cet argument est très petit par rapport à 1, nous pouvons effectuer un développement en série de la fonction exponentielle. Je m'explique. Je vais poser epsilon, c'est l'argument de la fonction exponentielle. C'est 1a sur c dAbz. Et si epsilon est très petit par rapport à 1, n'oublions pas, il est vrai que dAb est très petit, mais n'oublions pas que alpha tend vers l'infini. Alpha tend vers l'infini, ce qui fait que nous pouvons avoir epsilon très petit devant 1. Eh bien, quand on effectue le développement en série de la fonction exponentielle, et si on s'arrête à l'ordre 1, on aura globalement exponentielle de epsilon, c'est 1 plus epsilon plus, je m'arrête à l'ordre 1, donc petit o de epsilon carré, je m'arrête à l'ordre 1, je néglige tout ce qui est supérieur à 1, puisque epsilon est très petit par rapport à 1, ce qui veut dire que epsilon carré sera d'autant plus petit, et idem pour ce qui est de epsilon cube et epsilon 4, etc. Et une fois que j'ai fait ça, je vais appliquer donc cette nouvelle procédure, mais je vous avertis, je le dirai tout à l'heure, je vous déconseille d'aller jusque-là, il vaudrait mieux, pour le cas de la compte diffusion équimoléculaire, s'arrêter juste au niveau de l'expression de la densité du flux molaire, puis il suffit juste d'intégrer de z y de 0 à z et de YA1 à YA, parce qu'ici, bon, il est vrai que ça va donner des résultats comme ceci, donc j'effectue le développement en série, ça va me donner 1 plus l'argument de l'exponentielle, comme ceci. Puis, je vois apparaître, quand je vais développer le produit de alpha A et de YA par ce qui est entre crochets, je vois apparaître des simplifications. Alpha A moins alpha A, et ici alpha A est au numérateur et au dénominateur, donc je fais ces simplifications. Il y a aussi YA1 sur alpha qui tend vers 0, donc cette quantité tend vers 0, et il me restera que ceci. À la fin, j'obtiens ça. Ah, c'est exactement le profil auquel il fallait que j'aboutisse. Il est là, vous le voyez. Il est là. Donc vous le voyez, YAZ, c'est YA1 moins NA sur CDABZ. NA sur CDABZ. C, c'est P sur RT. Voilà. Donc nous avons une méthode très puissante qui nous permet de rendre compte de la diffusion d'une espèce active à travers une espèce inerte ou alors un mélange d'inertes. Elle peut également nous rendre compte du cas de la contre-diffusion équimoléculaire, et elle pourra également, quand on y arrivera, nous rendre compte du cas des réactions hétérogènes. N'oublions pas aussi ce qu'on a dit, pour que les NJ soient constants, il faudrait que l'écoulement soit stationnaire, unidirectionnel et pas de réaction chimique. Pourtant, je suis en train de vous dire que pour le cas de la réaction hétérogène, ça marchera également. Cette méthode marchera également, vous allez comprendre pourquoi. En fait, dans le cas de la réaction hétérogène, la réaction se déroule dans une région restreinte de l'espace, ce qui fait que ce n'est pas tout le volume réactionnel qui va participer à cette réaction. Et en fait, la réaction chimique va intervenir uniquement comme condition aux limites. C'est ce qu'on verra lors des séances qui viendront. D'ici là, prenez soin de vous, je vais m'arrêter là. Je vous rappelle juste, je voudrais quand même vous montrer que j'avais déjà commencé à vous présenter le alpha, la méthode avec alpha, lorsque j'ai traité le cas de la diffusion voilà, de Knudsen. Rappelez-vous, quand j'avais le régime de transition,
non, avant le régime de transition, ici, quand j'avais le régime de Hudson, rappelez-vous, nous avions commencé par définir le alpha comme ceci. Ensuite, on l'a appliqué rapidement pour trouver la solution. Donc ça a très bien marché. Il y avait juste le cas de la démonstration que alpha était constant. Je vous ai dit, faites-moi confiance, je vous le démontrerai plus tard. Donc je l'ai démontré aujourd'hui. Voilà. C'était juste pour vous montrer qu'on l'avait déjà commencé à utiliser. Donc c'était une méthode très puissante qui m'a été enseignée quand j'étais étudiant par le professeur Amanovitch, à qui je rends hommage. Et voilà, prenez soin de vous. À très bientôt lors d'une nouvelle série, enfin la suite. On verra un peu ou pourquoi, que j'ai pas encore répondu à la question, où interviennent ces deux cas que nous avons étudiés et pourquoi ce sont uniquement ces deux cas exclusivement qui sont présentés dans les ouvrages. Pratiquement tous les ouvrages ne présentent que ces deux cas. La diffusion d'un actif à travers un inerte et la contre-diffusion équimoléculaire. C'est comme si on disait que tout le génie des procédés, enfin tout le génie chimique, particulièrement le transfert de masse, n'ont lieu que de cette manière-là. Voilà, à bientôt, au revoir.